C'est le retour finalement de phénomènes qu'on a toujours connus. Alors ça peut être effectivement les méthodes de propagande qui ont toujours existé pour faire de la guerre informationnelle. Ça peut être aussi les phénomènes de rumeurs. Et puis, il y a un aspect neuf, qui est l'aspect digital. L'aspect digital, il change deux choses. D'abord, il permet une massification du phénomène, parce que, évidemment, la révolution digitale elle a fait exploser le nombre de canaux, elle a fait exploser le nombre de personnes qui peuvent arriver à communiquer. Et puis ça, c'est l'autre aspect important, c'est que le deuxième aspect de la révolution digitale, c'est qu'elle a libéralisé l'information. Il y a encore 15 ou 20 ans en arrière, dans l'ancien paradigme informationnel, il y avait une information qui était beaucoup plus contrôlée. Arriver à faire, par exemple, ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire tourner une émission, la diffuser après, ça demandait des moyens qui étaient ceux de grosses boîtes de production, et derrière, pour diffuser, des canaux qui étaient des canaux contrôlés de télévision, de radio, souvent contrôlés par les États, etc. La révolution digitale, un de ses effets les plus forts, au-delà de la massification, c'est qu'elle a fait justement casser ces verrous, et qu'aujourd'hui, n'importe qui peut à la fois produire une information, diffuser une information, et rediffuser une information. Et ça, on sait par exemple que c'est au cœur des phénomènes de rumeurs. De même pour la propagande, ça a toujours existé, mais auparavant, il fallait passer par des moyens compliqués. On sait même que pendant les guerres, on allait jusqu'à héliporter ou envoyer par avion des tracts au-dessus d'îles. Aujourd'hui, elle peut circuler, cette propagande-là, en contournant justement les défenses des États et des institutions par les canaux digitaux. Et ça répond aussi, en même temps, à la deuxième question, qui est de savoir, est-ce qu'on peut faire une définition unique de la fake news? Alors, il y a quelque chose qu'on peut dire comme étant le noyau de définition de la fake news, qui est une information factuellement erronée, et qui a été produite de manière, je dirais, qui a été sciemment produite pour être erronée et pour amener de la confusion et du mensonge. Ça, c'est la fake news de base à laquelle on pense, mais après, ce qu'on se rend bien compte aujourd'hui, à la fois dans les usages du terme, c'est-à-dire tout ce que les gens appellent fake news, et dans la factualité, c'est que ça recouvre une réalité qui est beaucoup plus large. Et je rejoins ce que je disais auparavant, ça peut aussi aujourd'hui désigner de manière impropre ou propre, on peut en parler après, c'est un autre débat, de la propagande faite par des États, notamment par des médias étatiques. Ça peut désigner des choses qui sont proches des théories du complot, du conspirationnisme, avec des contenus scientifiquement erronés. Est-ce que les gens qui les produisent savent ou ne savent pas qu'ils sont faux? Ça, c'est encore une autre question. Ça peut aussi désigner parfois des cas encore plus absurdes, c'est-à-dire des contenus qui sont ouvertement des pastiches ou humoristiques type logographie, et qui vont être pris au premier degré et rediffusés ensuite par des gens qui pensent que c'est vrai et qui vont s'en indigner, etc., etc. Donc il y a tout un massif aujourd'hui de phénomènes. Il y a la fake news au sens propre, il y a des phénomènes qui sont un peu plus périphériques, et moi j'aime décrire ça par le concept qu'on est entré dans une ère qui est l'ère de l'information précaire. Il y a une précarité de l'information, une précarité de la vérité, et qui recouvre toute une série de phénomènes qui font qu'aujourd'hui, les critères qui auparavant faisaient qu'on croyait à une information, les critères de scientificité, de véracité, d'objectivité, se sont affaiblis. On est tellement bombardé tout le temps d'informations, par des sources qui sont compliquées à identifier. On a ce qu'on appelle une infobésité, qui fait qu'on est moins à cheval sur les critères de véracité. On va relier une information parce qu'elle nous semble rigolote, parce qu'elle nous semble marrante. Et on a tellement l'impression à la fois que tout le monde ment, que tout le monde fait des approximations. Autre aspect qu'on associe aux fake news, mais c'est pas de la fake news, c'est par exemple les titres de presse qui sont légèrement mensongers, le putaclic, pour faire du clic. Ça vient pour le coup de titres de presse parfois qui sont tout à fait respectables, mais qui, pour faire du buzz sur les réseaux sociaux, ont l'habitude de faire des titres qui sont, comme le faisait avant la presse à scandale, ambivalents, ambigus, et qui font croire que le contenu est autre chose que ce qu'il est. Donc on va cliquer parce qu'on a l'impression qu'un tel est mort, alors qu'en fait, c'est pas une mort, c'était juste métaphorique, etc. Vieille méthode, encore une fois, de la presse à scandale, mais qui ont eu tendance à se diffuser dans toute la presse pour faire du clic. Donc les niveaux de qualité se sont abaissés, les niveaux d'attente des gens se sont aussi abaissés en ce sens que tout le monde se méfie un peu de tout, on rejoint le sujet du conspirationnisme, et c'est ça qui amène à ce que j'appelle cette ère de la précarité informationnelle, et qui permet justement la diffusion et la propagation de tous les types de fake news qu'on a pu citer auparavant. Ce que je pense qui est certain, c'est que tous ces phénomènes dont on se parle ont été beaucoup aidés dans leur diffusion et leur augmentation par les réseaux sociaux, c'est une évidence, et par les types de normes qu'ont mis en place ces réseaux sociaux. Du moment, par exemple, où un Facebook, ou un Twitter, ou un Instagram, ils sont tous les mêmes de ce point de vue-là, je ne veux pas dire c'est la faute à Facebook ou autre, introduit une espèce de modalité de fonctionnement où ce qui est important, c'est ce qui est le plus liké, ou le plus retweeté. Alors ça met en place un phénomène pervers, en fait, on va avoir tendance, effectivement, à voir remonter dans les timelines, et à regarder en premier ce qui est le plus baroque, le plus incroyable, le plus étonnant, le plus scandaleux, etc. Et en même temps, ça modèle, je dirais, la façon de faire et des citoyens, et des journalistes, et des producteurs d'informations, qui sont amenés à faire ça, puisqu'ils savent très bien que, on l'a tous vu, quand on fait, quand on fait de la production de contenu, on fait un contenu hyper intéressant, hyper chiadé, très technique, mais qui est sobre, il aura
bien souvent beaucoup moins de succès, en tout cas dans l'immédiat, après sur la longue traîne c'est une autre affaire, qu'un contenu qui est, ne serait-ce que sur la forme, plus putassier, scandaleux, choquant. Donc il y a une forme de philosophie un peu pousse au crime, à la fois du côté de quand on est récepteur d'information et quand on produit l'information. Répondre à la question initiale qui était de savoir est-ce que finalement c'est pas la faute de The Gorafi, The Onion et tous les sites de ce type-là. D'abord, je pense que c'est important que justement on garde des gens qui fassent du second degré, de l'humour, et ça, il faut surtout pas transiger là-dessus, parce que ça serait évidemment une défaite terrible, mais surtout, la réalité surmonte un peu à l'origine de ces sites, c'est une grande partie justement de la force comique de ces sites-là était qu'ils se moquaient eux-mêmes du clickbait et de cette donc de tout ce qui est à clic, putaclic, et de cette façon de faire, des titres grotesques, extravagants pour arriver à attirer. Donc l'origine elle est plutôt à chercher en amont, et c'est vraiment dans cette économie informationnelle qu'il y a encore, il y a de l'ancien, hein, après ça scandale, etc., mais amplifié par l'effet des plateformes, par les algorithmes, par la puissance, la notification, enfin le scoring des contenus en fonction justement de leur explosivité, du fait que tout le monde va se mettre à les relayer, que tout le monde va les liker, etc. Donc il y a évidemment une responsabilité des personnes qui sont derrière ces mécaniques économiques et informationnelles-là, et c'est notamment les plateformes. Toutes les campagnes politiques ont toujours essayé de jouer avec les failles du système, qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit les failles du système réglementaire, juridique. On sait que même sur les financements de campagne, c'est pas quelque chose qui est propre à la gauche, à la droite, aux méchants russes, aux gentils américains ou l'inverse. Je dirais que c'est la nature humaine. Quand on fait une campagne, on la fait pour gagner, et donc on utilise tout le système et toutes les interstices du système pour essayer de gagner des points. Et d'ailleurs, ce qui est marrant à cet égard, c'est que quand on relit les articles qui glorifiaient les campagnes numériques de Barack Obama, et d'ailleurs après il y a eu des informations qui sont sorties, on voit bien que Obama lui-même aussi utilisait la très grande connaissance et la bonne connaissance qu'il avait dans ses équipes des différents facteurs, des plateformes, etc., pour arriver à récupérer le plus de données possible, pour arriver à optimiser les campagnes. Alors évidemment, et je ne crois pas qu'on puisse me soupçonner d'être pro-russe ou pro-Poutine, mais finalement c'est marrant de voir qu'il y a un discours extrêmement différent qui est porté, qui était très très positif quand c'était fait pour une campagne qui était objectivement une campagne progressiste, mais sans parler justement du fond politique de la campagne, tout le monde le fait, ou essaie de le faire. Après, certains vont probablement plus loin dans le côté illégal, agence d'influence obscure et tout. On a vu par exemple que Cambridge Analytica était une agence qui faisait aussi, quand il y a eu les leaks qui sont sortis sur son dirigeant, de l'influence cracra, qui n'était pas juste de la récupération de données. Le point important à mon avis, c'est de se dire que les plateformes, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. On a eu pendant longtemps un discours qui était hyper positif et louangeur sur ces plateformes et leur usage politique. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, par exemple, sur Obama ou sur d'autres campagnes, où on disait, justement, il a gagné, les idées progressistes ont gagné grâce à Facebook, Twitter, etc. Mais l'exemple de la campagne de Trump montre que les mêmes plateformes peuvent servir à faire gagner des camps opposés. Donc, d'abord, il faut se départir de l'idée que ces plateformes-là ont, qu'elles sont dans un camp ou dans un autre. Après, est-ce que ce ne sont pas des acteurs politiques ? Ça, moi, je pense au contraire que ce sont des acteurs très politiques. Pourquoi ce sont des acteurs politiques ? D'abord parce qu'ils ont, on voit bien au niveau notamment de leur direction, quand on regarde les gens qui dirigent les GAFA, les Natou, etc., ce sont souvent des leaders qui ont une vision très politique de la société, qui veulent s'engager sur l'intelligence artificielle, sur la prolongation de la vie. Ça, c'est un programme politique, premièrement. Et elles sont politiques aussi, ces plateformes, à un deuxième sens. Comme aujourd'hui, elles ont de fait une forme de, j'allais dire presque de monopole sur la diffusion de l'information par les internautes, ou en tout cas elles sont en position quasiment monopolistique ou oligopolistique, quand on regarde toute la concentration d'informations qu'il va y avoir, un Facebook, un Google, etc., elles ont de fait le même pouvoir qu'avaient auparavant les grands patrons de presse de la Troisième République, qui avaient la capacité parfois de faire ou défaire des élections. Avec toujours cette précaution de savoir est-ce que vraiment on peut déterminer en quelle mesure des partages sur Facebook ont pu ramener des voix réelles à une élection. Ça c'est très compliqué, il y a peu d'études qui existent et je pense qu'il faut être prudent là-dessus. Mais c'est évident que ce sont aujourd'hui en tout cas des acteurs importants du débat et qui peuvent peser sur la démocratie, sur le sens qu'on donne à l'information, sur la façon qu'ont les citoyens de s'informer. Donc ils doivent être considérés en tant que tels, ce ne sont pas juste pour moi des prestataires techniques, même s'ils ont essayé pendant longtemps de se réfugier un peu derrière cet aspect-là, et il faut les responsabiliser. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces acteurs-là pour s'auto-responsabiliser ? Je dirais ni plus ni moins confiance à n'importe quel acteur économique. Ce sont des acteurs économiques. Donc, quelles que soient leurs bonnes intentions, et moi, encore une fois, je ne dis pas qu'ils sont ni bons ni mauvais en soi, c'est pas le diable, il est évident que leur premier facteur de motivation, c'est leur intérêt à eux, c'est-à-dire avoir plus d'abonnés, faire plus de revenus publicitaires, etc.
Donc, comme pour tout acteur économique, il faut évidemment mettre en place des régulations. Il ne faut pas que les États soient naïfs par rapport à ça. C'est comme si on disait demain, on va faire confiance à Monsanto, ils vont s'auto-réguler parce qu'ils sont bien conscients du poids qu'ils ont. Non, voilà. Et par ailleurs, Monsanto n'est pas le diable non plus en soi. Ces acteurs économiques ne sont pas des acteurs qui sont élus démocratiquement, donc il faut à partir de là un cadre réglementaire. Quel genre de loi? C'est là où il faut qu'il y ait un débat, et à mon avis, par rapport au début de crainte qu'il y a sur la loi fake news qui est en France. On voit d'ailleurs qu'il y a pas mal de tentatives de mettre des législations dans tous les pays. Il y a une loi qui est passée en Allemagne qui, pour l'instant, a des conséquences, de ce que j'en vois de loin, en tout cas, plutôt négatives. Il y a une tentative aussi en Inde. Il y a eu comme ça, on voit bien que tout le monde essaye un peu de chercher. Ça va être long et compliqué. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de prendre le temps, justement, de la réflexion, de la concertation avec les spécialistes des médias, les intellectuels, les universitaires, pour arriver à faire des lois qui soient vraiment efficaces et qui poussent les plateformes à, justement, mettre en place les régulations nécessaires pour qu'il y ait plus de transparence et pour qu'on comprenne ce qui se passe dans les algorithmes, qu'on ouvre la boîte noire. Et ce qu'on voit, c'est que dès qu'on met la pression, il y a des effets positifs. Du moment où Facebook a été sous le feu de la rampe, qu'ils ont dû aller s'expliquer devant le Congrès américain, je crois que j'ai vu passer récemment que Zuckerberg allait enfin parler devant le Parlement européen, ils se sont mis à bouger et à mettre en place des réglementations, des nouvelles choses en interne. YouTube, encore récemment, a annoncé qu'ils allaient maintenant indiquer sur des vidéos quand elles sont produites par des médias qui sont financés par des États. Je pense que c'est pas tout à fait un hasard qu'ils annoncent ça, quelques semaines ou quelques mois après que la France, par exemple, ait laissé entendre que dans le projet de loi fake news, il y aurait une obligation pour les plateformes de faire la transparence sur les financements. Donc, il faut arriver à trouver un juste milieu. Moi, je ne suis pas du tout dans une optique complètement libertaire, disant il faut laisser la société s'organiser, les journalistes, par le fact-checking, vont régler le problème tout seuls. C'est pas vrai. Il faut de la réglementation, mais il faut une réglementation intelligente qui appuie sur les bons problèmes. Et les bons problèmes, c'est notamment faire la transparence, c'est punir effectivement à chaque fois qu'il y a des choses illégales du type fuite de données, utilisation des données contre l'avis des utilisateurs ou sans qu'ils en soient conscients. Ça, on voit aussi l'effet positif du RGPD qui a été passé en Europe. Et là, le travail, à mon avis, ne fait que commencer. Mais on ne peut pas faire confiance à ce type d'acteurs pour s'autoréguler. Et d'ailleurs, c'est normal. Ils sont ni différents, je dirais, de ce point de vue-là, ni plus ni moins responsables que ne sont des acteurs dans le secteur de la pharmacie, de la biologie, etc.